Merci de choisir Financial Afrique TV. Nous sommes à bord du TER en compagnie du directeur général de la société d'exploitation du train express régional, M. Frédéric Bardenay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir à bord du TER. Donc, créée en novembre 2018, la société d'exploitation du train express régional, filiale de la Société nationale des chemins de fer français, donc a pour mission, comme je le disais tantôt, d'assurer l'exploitation et la maintenance du TER. Donc, elle assure la desserte de 13 gares sur un tronçon de 36 km. Quel est l'accord qui lie la société d'exploitation du TER à l'État du Sénégal? En fait, il y a deux accords. Un premier accord, un premier contrat qui a été signé début 2019 pour toute la préparation de l'exploitation. Donc c'est le contrat de pré-exploitation qui a été passé avec l'APIX, l'APIX étant la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet. Le projet du TER, comme vous le savez, est piloté par le ministère des Infrastructures, Transport terrestre et des Enclavements, qui est la maîtrise d'ouvrage du projet, qui a confié à l'APIX la maîtrise d'ouvrage déléguée, donc les études, la passation des différents marchés et toute la supervision de la construction. Donc ce premier contrat passé avec l'APIX, c'était un contrat de pré-exploitation. La pré-exploitation, c'est l'écriture de toutes les procédures, l'écriture et l'adaptation de toutes les procédures. La particularité de la ligne de Dakar, c'est le recrutement, 950 employés à date, et la formation de ces employés, que ce soit le conducteur ou les agents du service voyageurs qui étaient en gare de Dakar à votre départ et qui sont à bord de ce train-là. Donc ça, c'est le premier contrat, un contrat de pré-exploitation, de préparation des services de l'exploitation, passé avec l'APIX, la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet, et un deuxième contrat, qui est un contrat d'exploitation-maintenance, passé avec la SENTER, la SENTER étant la Société nationale de gestion du patrimoine du TER. Alors, comment la SENTER a été retenue par l'État du Sénégal pour piloter ce projet? À l'origine du projet, quand le président Macky Sall a lancé le projet fin 2014, très rapidement, il a demandé à SNCF et RATP de venir accompagner un exploitant local dans cette révolution ferroviaire qu'est le TER, que constitue le TER. Donc on a discuté avec RATP et on est venu à plusieurs reprises discuter avec l'État, l'autorité du Sénégal, l'APIX, sur des prestations d'accompagnement d'un opérateur local. Finalement, en 2016-2017, début 2017, le constat a été fait qu'il serait difficile, dans un temps très court, d'accompagner la montée en compétence d'un opérateur local, parce qu'on est sur une vraie révolution, sur un matériel extrêmement moderne, sur des systèmes, sur du matériel roulant très très différent de ce qui existait jusqu'à présent. Quand on regarde cette rame et celle du PTB, on est sur des générations très différentes. Un système de signalisation, quand tout l'environnement sécuritaire était très différent de ce qui existait jusqu'à présent. Donc au printemps 2017, le choix a été fait par les autorités de finalement nous demander d'accompagner, de créer un opérateur local plutôt que d'accompagner un opérateur local existant. Et donc c'est pour ça que la SETER a été créée. Il se trouve que pour des raisons stratégiques, RATP et RATP-DF, sa filiale internationale, ont décidé de redéployer les ressources ailleurs dans le monde, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui sont leurs zones de prédilection. Et donc c'est finalement SNCF et sa filiale Keolis qui ont géré le contrat de pré-exploitation et aujourd'hui l'exploitation maintenance. Pouvez-vous revenir sur le montage financier de ce projet? C'est un projet qui est un projet d'un coût de 780 milliards pour la phase construction, 780 milliards de francs CFA. C'est évidemment un projet qui est d'un coût très important. On voit très souvent sur les réseaux sociaux ou dans la presse des critiques sur le coût du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui est un projet pour les générations futures. C'est cette rame, celle à bord duquel nous nous trouvons, c'est une durée de vie de 30 ans, 40 ans. Donc c'est vraiment pour 2 générations ou plus même que ce projet a été lancé. Donc s'il faut remettre en comparaison ce montant très élevé pour l'État du Sénégal, bien évidemment, de 780 milliards avec le système de transport, l'amélioration de la mobilité, la réduction de la pollution, de la congestion à Dakar. Donc c'est un projet qui est certes d'un coût très élevé, mais
qui s'inscrit dans la durée. Et il faut faire cette comparaison en tenant compte de ce facteur. Ce n'est pas simplement un investissement qui, au bout de 2 ans, va disparaître, comme on peut le dire des fois. On imaginait même que jamais le train ne roulerait. La preuve, c'est qu'il roule aujourd'hui. C'est aussi un projet qui est en milieu urbain, suburbain, 36 km. Certes, il y avait des emprises, mais il y avait des réseaux qu'il fallait détourner. Il y a une station à Colobagne, il y a une station de pompage pour tout l'assainissement et toute l'évacuation des eaux de toute la région, de toute la zone, depuis HLM jusqu'à la mer, etc. Donc il y a beaucoup de composantes qu'on ne voit pas forcément. Quand on regarde le coût du projet, 780 milliards, on se dit c'est très cher, mais ce n'est pas simplement l'achat de 15 rames. 780 milliards de francs CFA pour l'achat de 15 rames, oui, ça serait une aberration. Mais ce que tout le monde oublie de voir dans ce calcul, dans ce montant, c'est les 36 km de voies, c'est la caténaire, c'est une sous-station à Mbao, c'est un système de signalisation extrêmement moderne, c'est 15 rames de dernière génération, c'est beaucoup d'aménagements connexes. Voilà, donc c'est un coût qu'il est difficile de comparer avec des projets un peu partout dans le monde. On a vu des comparaisons avec des projets au Maroc. On a aidé les chemins de fer marocains à construire la ligne à grande vitesse qui a été inaugurée il y a quelques années. Donc on est bien placé pour connaître et comparer les projets. On est sur 200 km au Maroc, 36 km ici, exclusivement en zone urbaine ici. Ce n'est pas le cas au Maroc. On est sur des systèmes très différents. Donc on ne peut pas vraiment comparer les coûts au kilomètre. Mais quand on regarde d'autres projets dans le monde, quand on regarde le projet d'Abidjan, qui est très proche, dans la sous-région, qui est très proche de cette conception-là, avec du matériel différent, plus capacitaire, parce que Abidjan est 2 fois plus peuplé que Dakar, un système de signalisation différent, très moderne mais différent, on est sur des coûts plus élevés à Abidjan qu'à Dakar. Et à Abidjan, personne ne trouve que le projet est trop cher. Alors, transporter 115 000 usagers par jour, est-il tenable? C'est un sacré défi. C'est un sacré défi qu'il va falloir relever jour après jour. Les études de trafic ont été réalisées en 2015. On prévoit, et c'est une donnée d'entrée du projet, c'est-à-dire que tout le système a été construit pour autour de cette capacité à accueillir 115 000 voyageurs par jour. Dans un premier temps, puis avec l'extension vers AIBD, des rames supplémentaires, on est à 165 000 voyageurs. La capacité de la ligne, avec des rames supplémentaires, serait d'accueillir 300 000 voyageurs sur cette ligne. C'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer quand on regarde le coût du projet. 115 000 voyageurs jour, on a construit pour le faire, on a construit un plan de transport, des premiers trains de 5h30, dernier départ à 22h dans les deux sens, un train toutes les 10 minutes, 20 minutes en soirée, un plan de transport du lundi au samedi, identique, et un plan de transport un peu dégradé avec une fréquence à 20 minutes le dimanche. Et c'est ce plan de transport qui permet d'accueillir en semaine un peu plus de 100 000 voyageurs jour. Un peu plus de 100 000 voyageurs jour. Comment les tarifs ont-ils été fixés? Les Sénégalais les trouvent chers. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, les tarifs, là aussi, données d'entrée du projet, la tarification était une tarification zonale. Donc la ligne a été découpée en 2 ou 3 zones. Finalement, les autorités ont retenu 3 zones avec une zone spécifique pour Diamniadio. Première zone de Dakar à Thiaroye, deuxième zone de Yeumbeul à Bargny et troisième zone, je le disais, Diamniadio. Il y aura une quatrième zone avec une tarification spéciale pour l'aéroport. Donc c'est une donnée d'entrée du projet. Il n'y a pas de coût kilométrique qui aurait été probablement plus simple à gérer. Le projet a été conçu sur ce découpage en plusieurs zones. Les études de trafic réalisées en 2015 avaient été faites sur une fourchette de tarifs qui ont été revues. Il y a eu beaucoup d'échanges entre la SENTER et les autorités. Nous, on a contribué à ces réflexions-là, mais le choix a été un choix porté par l'État et par la SENTER. Aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Sargal, entre le 28 qu'on a réalisé avec des transports gratuits entre le 28 décembre et le 17 janvier, on a eu beaucoup d'échanges avec les voyageurs, plus de 542 000 voyageurs pendant cette période-là, voyageurs gratuits, mais on posait la question,
C'était dans cette logique d'appropriation. Ils nous disaient, mais demain, combien ça va coûter? Globalement, sur Diamniadio, il n'y a pas eu beaucoup de réactions négatives sur la tarification Diamniadio. Sur la première zone, entre Dakar et Tiaraï, là aussi, ou sur à l'intérieur d'une zone, il n'y a pas eu les 500 francs pour une zone. C'est quelque chose qui n'a pas véritablement, et c'était plutôt souvent même des réactions en disant ah oui, ben c'est abordable. Là où c'est un peu plus compliqué ou un peu plus mitigé plutôt, c'est sur le tarif de la seconde zone, entre Yumble et Bargny, où on sent qu'il y a effectivement un peu plus de réticence ou un peu plus de critique sur le tarif. Et notamment, c'est la difficulté d'une tarification zonale sur la frontière. On a des voyageurs à Yumble qui nous disent ben, quelques mètres plus loin, c'est 500 francs et pour moi, c'est 1000 francs. C'est malheureusement l'effet frontière avec une tarification zonale. C'est peut-être autour de ça qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention les prochains jours, les prochaines semaines, voir s'il y a des adaptations. Il faudra en discuter avec la SENTER, avec le ministère des Infrastructures et avec la SENTER. Mais c'est autour de ça qu'il faudra veiller. Il faudra veiller à cette seconde zone. Voilà. Mais il y a aussi, au-delà des tarifs unitaires, et c'est important de le souligner, il y a aussi des abonnements, des cartes qui permettent d'avoir plusieurs trajets avec un tarif réduit. Il y a aussi des abonnements, des tarifs spéciaux pour les jeunes. Donc c'est le tarif, ce n'est pas que le tarif unitaire, c'est aussi les différentes solutions, propositions tarifaires qui sont faites. Et je pense que notamment sur les abonnements, on a une très forte demande. Des abonnements hebdomadaires, mensuels, des abonnements annuels aussi qui vont être mis en place, notamment pour les entreprises. On a aussi beaucoup d'entreprises, d'employeurs qui nous disent ben, moi je veux offrir un abonnement à l'année pour mes employés. Et je pense qu'il y a tout un potentiel de développement très important autour de ça. Alors, tout à l'heure, au début, vous parliez de vos effectifs. Pourriez-vous revenir sur ce point et nous dire aussi quelle est la part des locaux? 950 employés à date. On se dirige vers 1000 employés dans les prochains jours. Sur les 950 aujourd'hui, premiers employés locaux à l'été 2019. Et ça s'est beaucoup accéléré ces derniers mois. On est passé, en quelques mois, on a doublé les effectifs. En début d'année, on était à 400 et avec l'arrivée des agents du service voyageurs, pour la dernière phase de marche à blanc et de mise en service commercial, on a atteint 950. Sur les 950 employés, 935 sont sénégalais ou de la sous-région. Et quand je dis sénégalais ou de la sous-région, c'est très majoritairement sénégalais. Je crois qu'il y a entre 5 et 10 employés de la sous-région. Donc disons 925 sénégalais, une dizaine de la sous-région et une quinzaine d'expatriés. Certains repartent dans les prochains jours, les prochaines semaines. 34 ans de moyenne d'âge, c'est aussi un élément important. Pour beaucoup, c'est un premier emploi stable. Beaucoup étaient soit dans l'informel, soit enchaînaient des petits contrats, étaient au chômage. Et donc quand on les a recrutés, c'est aussi une chance, c'est aussi une opportunité pour eux d'avoir appris et de continuer à apprendre un nouveau métier, puisqu'il y avait plus de trains entre Dakar et Bamako qui circulaient, le PTB se redéploie et donc on a plutôt recruté des nouveaux employés qui ont tous découvert un nouveau métier, 34 ans de moyenne d'âge et un taux de féminisation de 40%, qui est un taux élevé pour le ferroviaire, qu'on retrouve sur des métiers, y compris des métiers techniques. Alors, l'origine, ce n'était pas un objectif que nous étions fixés. Dans les annonces qu'on a publiées, notamment pour les conducteurs, on avait mentionné que des candidatures féminines étaient bienvenues, mais on ne s'était pas fixé d'objectifs précis là-dessus. Alors évidemment, sur les fonctions support, on a toujours des taux de féminisation importants. Sur les agents du service voyageur, on a des taux de féminisation importants. Mais même sur les métiers techniques, on a eu des très bonnes surprises de ce côté-là, avec des ressources de qualité. Puis on a pu, de très très bons profils qu'on a pu recruter ici. Monsieur Bardonnet, merci de vous être prêté à notre jeu de questions-réponses. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. C'est tout pour aujourd'hui.
très bonne fin de journée chez vous.